Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Musée des Beaux-Arts de Dijon et alors une avant-première parce que nous avons une visite guidée avec notre charmante guide qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Naïs Lefrançois, je suis conservatrice à la direction des musées de Dijon. Je m'occupe principalement de la collection du 19e siècle, donc peinture, sculpture, objets d'art. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'ensemble du musée puisqu'on va faire une petite visite dans les plus grands espaces, en tout cas les espaces emblématiques du musée. Ce qui est important de savoir, c'est que le musée est un musée qui s'est construit sur plusieurs siècles et que les bâtiments en eux-mêmes se sont construits sur différentes époques. Les bâtiments s'organisent autour d'une cour qui s'appelle la cour de Bar, avec des bâtiments les plus anciens comme la cuisine ducale ou encore la tour de Barbe qui date voilà, du Moyen-Âge. Et puis ensuite, peu à peu, au fur et à mesure de l'édification du centre-ville, des bâtiments au XVIIe, au XVIIIe puis au XIXe vont s'organiser pour finalement accueillir l'ensemble du musée des Beaux-Arts actuellement, puisque vraiment la moitié du palais des Ducs et des États est consacrée au musée des Beaux-Arts. Ce qui est aussi assez intéressant et assez emblématique, mais de beaucoup de musées de région, c'est que le musée des Beaux-Arts s'est construit adossé à une école des Beaux-Arts, à une école de dessin qui naît à la fin du XVIIIe siècle, fondée par François de Vosges, qui va du coup avoir une grande incidence sur le musée, qui va se créer et qui va se nourrir en fait des réalisations des élèves et des artistes qui vont graviter autour de cette école de dessin. Dans cette école dite de dessin, on y apprend le dessin, mais aussi la peinture, la sculpture. Le terme dessin était un terme assez générique pour désigner voilà, le champ artistique. Nous sommes ici dans l'entrée officielle du musée des Beaux-Arts, qui est l'entrée qui a été édifiée en 1852 dans cette grande aile qui donne sur la place de la Sainte-Chapelle. Et vous pourrez voir face à vous l'escalier monumental qui est décoré de trompe-l'œil avec des fausses pierres et des décors qui permettent de rappeler la vocation de l'édifice, puisque les noms des artistes les plus fameux de la région qui sont conservés au musée sont indiqués à chaque petite niche. Alors justement, je vais faire un 360 pour bien montrer aux gens ce que vous nous disiez, voilà. Et puis voilà, au-dessus, avec Vauban, Monge, Guiton de Morveau, Rameau. Voilà, grands artistes et grands noms de la région. Voilà, je reviens vers vous et puis continuons. On va se promener. Oui. Allez, c'est parti. On s'est déplacé et cette fois-ci nous sommes dans la première salle. Nous sommes dans la salle consacrée au Moyen-Âge, au patrimoine principalement du XVe au XVIe siècle. Il faut savoir que le musée des Beaux-Arts a un parcours muséographique chronologique. Donc la toute première salle du musée est consacrée à l'art antique, dont on ne parlera pas là, mais qui permettra de faire une petite incise sur l'art antique égyptien, grec, romain. Puis ensuite, on arrive dans le cœur des collections du musée, puisque le cœur des collections du musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est le Moyen-Âge, en lien évidemment avec l'héritage des ducs de Bourgogne, puisque la descendance de ces ducs, qui va donc évidemment, on connaît les noms, hein, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, le dernier Charles le Téméraire, qui donc gravite autour du XIVe et du XVe siècle à Dijon, présidant finalement la Grande Bourgogne qui s'étend des Flandres jusque même plus bas que Dijon à cette époque-là. La collection donc dédiée à l'art du Moyen-Âge est très forte en lien avec l'héritage de ces ducs et aussi en lien avec différentes donations, puisque le musée s'est constitué au fur et à mesure du temps par des dons, des legs, des donations, et nous sommes ici dans une salle qui permet de voir l'étendue des collections en Europe. C'est-à-dire qu'on a dans cette salle-là regroupé à la fois des œuvres provenant de la région suisse, des œuvres plutôt allemandes, mais aussi italiennes ou espagnoles. Tout ceci pour faire dialoguer en fait les œuvres entre elles, afin de montrer comment, à une même période, les artistes peuvent dialoguer, échanger, ou au contraire travailler de manière extrêmement contrainte et en tout cas tournée vers leur propre justement, on va montrer un petit peu quelques œuvres, voilà, en se déplaçant, voilà. Voilà, ici on a notamment des retables dont les socles assez massifs nous permettent en fait de les exposer ainsi sans vitrine pour le plus
une meilleure appréciation par le visiteur, et puis surtout pour pouvoir voir des revers, puisqu'un retable était à l'origine destiné pour c'est un tableau finalement en plusieurs parties qui se fermait et qui s'ouvrait au moment des prières, puisque c'était des objets qui étaient disposés dans des chapelles ou dans des églises. Justement, on va faire le tour Faisons pour montrer voilà. le berceau. Voilà. Traditionnellement, beaucoup de figures de saints. Évidemment, au Moyen-Âge, l'art est essentiellement religieux. Donc on a ici principalement des œuvres représentant des saints, des épisodes de la Bible, et notamment celui-ci qu'on pourra voir de plus près, qui est un retable qui montre plusieurs scènes de la vie du Christ. Donc c'est assez éloquent, puisqu'il fonctionne presque, on a l'habitude de dire, comme une BD actuellement, puisqu'on a différents épisodes de la passion du Christ, avec la descente de la croix, le moment où il rencontre différents personnages au moment de son parcours, au moment du portement de croix, au moment du lynchage. Enfin voilà, il y a toutes ces histoires du Christ qui sont représentées ici, qui nous permettent de pouvoir aussi, en termes de médiation, expliquer aussi toute cette richesse. On continue dans une autre salle ? Oui. On est parti. Cette fois-ci, nous sommes dans la deuxième salle que vous souhaitiez nous montrer. Et mais c'est impressionnant. Ce qu'il y a derrière vous, si vous voulez bien nous expliquer. Oui. Alors, nous sommes ici dans la galerie Bellegarde, qui est donc architecturalement une galerie qui a été construite bien après le Moyen-Âge, plutôt au XVIIe siècle, qui a été une des premières salles en fait rénovées pour le musée, puisque le musée des Beaux-Arts a rouvert ses portes en 2019, après 10 ans de travaux, pour renouveler l'ensemble du parcours muséographique, mais aussi pour remettre d'aplomb le bâtiment, puisque les planchers s'affaissaient, les murs n'étaient plus assez solides, il fallait revoir l'isolation, il fallait revoir l'ensemble de tout cela. Et donc l'architecte Yves Lion a pu, avec l'architecte Éric Palot des monuments historiques, travailler à une refonte entière du parcours et une refonte des espaces. Donc dans cette galerie Bellegarde du XVIIe siècle, on a décidé de parler des ducs de Bourgogne, dont vous pourrez voir une galerie de peinture une galerie de portraits tout à l'heure, qui sont les plus grands mécènes, fin 14e et au XVe siècle en Bourgogne. Et les ducs de Bourgogne s'entourent d'énormément d'artistes à cette période-là, puisqu'ils vont mécéner et ils vont commander un grand nombre de richesses pour décorer leur palais et pour décorer également ce qu'on appelle la Chartreuse de Champmol. La Chartreuse de Champmol, c'est un monastère qui a été édifié non loin de Dijon et dans lequel, par piété, en fait, Philippe le Hardi va investir et va décorer et va décider de pouvoir après y installer son tombeau. Pour la chapelle de Champmol, on va commander 2 incroyables retables, dont celui que vous voyez derrière moi, donc le retable de la crucifixion. Non, justement, je vais m'approcher avec votre accord, Qui ont été, parce que je pense qu'il faut vraiment montrer les détails, parce que c'est vraiment impressionnant. Donc un retable qui a été réalisé entre 1390 et 1399 environ, et donc vous pouvez voir qu'il s'agit donc de sculptures en bois qui ont été ensuite peintes et dorées à la main, évidemment. C'est un travail plutôt qui a été réalisé dans les Flandres et qui a été ensuite amené à Dijon pour décorer la Chartreuse de Champmol. Donc les 2 artistes qui ont collaboré pour travailler à ce travail-là, c'est donc Jacques de Beers et le peintre Broederlam. En tous les cas, je peux vous dire que c'est magnifique et les détails sont d'une finesse inimaginable. Merci pour cette salle et on continue dans la 3e. Tout à fait. Dans la 4e, pardon. Oui. Oh là là, j'étais en retard. Cette fois-ci, on est bien dans la 4e salle et quand on arrive, on en a le souffle coupé. C'est une salle très impressionnante, c'est vraiment la salle, le cœur du musée, puisque c'est une salle qui est toujours en lien avec les ducs de Bourgogne dont je vous parlais, puisqu'on y expose 2 tombeaux depuis le début du XIXe siècle, qui sont les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean Sauveur et son épouse. Ce sont des tombeaux extrêmement précieux, puisque dès le XVe siècle, on a eu l'impression directement d'être face à des chefs-d'œuvre, puisque ce qui rend célèbre ces 2 tombeaux, c'est le cortège de pleurants que vous pouvez voir dans le soubassement.
La salle où on est, qui est très grande, très vaste, très haute, n'était pas du tout destinée à l'origine à accueillir ces tombeaux. C'est une salle de festin, c'est une salle de repas, dont on peut évidemment deviner cette fonction grâce à la grande cheminée que vous voyez à l'arrière. Et à la tribune des musiciens que vous pourrez voir ensuite, puisque c'était une salle où les convives se mettaient pour pouvoir échanger et évidemment se mettre à table. Cette vocation de la salle a changé évidemment quand le musée s'est installé dans l'ancien palais des Ducs et est devenu la salle des tombeaux, puisqu'on y accueille donc ces 2 tombeaux qui étaient, comme le retable dont on a parlé tout à l'heure, exposés à Champmol dans cette chartreuse qui avait été fondée donc par le premier des ducs de Bourgogne. Vous pouvez vous rapprocher et regarder de plus près le détail de ces pleurants qui ont été réalisés à une époque finalement très éloignée de nous, mais avec une dextérité incroyable dans les drapés. Ce qui est important et intéressant de savoir, c'est que le premier tombeau, qui est donc celui de Philippe le Hardi de ce côté-ci, a été terminé bien après la mort de son commanditaire, et il ne l'a même pas vu terminer lui-même. Il l'a commandé de son vivant, mais n'a pas pu le voir terminer puisqu'il l'a exposé, puisqu'il n'a été finalement terminé que longtemps après sa mort. Et son fils, Jean sans Peur, qui a pu voir le monument en train d'être réalisé, a commandé le même, en demandant spécifiquement aux artistes sculpteurs de reprendre la même composition et de reprendre ce principe d'un cortège de pleurants qui déambule, qui est finalement l'innovation de cette période, fin 14e, début 15e, puisque à l'origine, les tombeaux des ducs, des rois, des princes avaient l'habitude de montrer des cortèges de personnalités en train de pleurer, en train de montrer leur deuil, mais c'était habituellement des œuvres qui étaient en bas-relief, qui étaient plaquées sur un fond, et on va dire le génie à ce moment-là de Klaus Slaughter, qui est le sculpteur principal de ces pleurants, ça a été de les sortir de leur bas-relief et d'en faire des œuvres en 3D qui déambulent véritablement comme si elles étaient dans un cloître. Merci, on continue. Cette fois-ci, on continue dans une autre salle, d'un autre style, donc je vous laisse. Oui, donc je vous ai parlé du Moyen-Âge principalement, puisque c'est vraiment le cœur de création finalement des œuvres qui sont assez emblématiques du musée comme les tombeaux, mais le musée des Beaux-Arts déroule en fait un parcours chronologique qui va jusqu'au XXIe siècle. Et nous sommes ici, on a fait un bond dans le temps, mais nous sommes ici dans des salles consacrées au XVIIe siècle et principalement à l'art des Pays-Bas, l'art des Flandres, et avec des œuvres très variées, puisque la richesse du parcours du musée des Beaux-Arts, c'est de juxtaposer certes peinture, sculpture, dont on a un petit peu l'habitude, mais aussi du mobilier et des objets d'art. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec la rénovation du musée, ça a été de remettre un petit peu des objets au cœur des collections, et notamment de faire dialoguer finalement ces objets avec l'art de leur temps pour éviter de faire une salle consacrée entièrement aux arts décoratifs, une salle entièrement consacrée aux sculptures. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment le mélange des techniques et montrer qu'il y a une permanence et qu'il y a un échange continu entre les arts de chaque période. Donc vous pouvez voir ici ce très beau cabinet qui... Justement, je vais me rapprocher pour bien le montrer. Une très belle pièce du musée. Et puis, par exemple, le très beau format tout au bout de la pièce qui nous montre un très grand paysage. Qui nous donne une vue plongeante sur le château de Marigny, par l'artiste Bruegel. Merci. Voilà. On a fait un petit tour de la salle. Voilà, on peut continuer. Et bien on est parti pour notre salle. Alors cette fois-ci, c'est du grandiose, on va dire. Voilà, cette fois-ci, on est dans une salle qui est donc consacrée plutôt au XVIIIe, au début du XIXe siècle. Mais c'est une salle historique du musée, puisque c'est une des premières salles finalement qui a ouvert aux alentours de 1799, donc vraiment au tout début de l'ouverture du musée, pour pouvoir exposer les travaux des élèves de cette école de dessin dont je vous parlais en début de vidéo. C'est très impressionnant, cette salle, c'est la salle des statues, évidemment. Elle expose principalement des copies
d'après l'Antique qu'ont réalisé les élèves de l'école de dessin, les élèves sculpteurs, qui sont partis à Rome copier les grandes sculptures antiques d'après lesquelles ils apprenaient finalement. C'était un travail anatomique, mais aussi un travail de l'œil, de se confronter à ces modèles antiques. Et donc, ils ont réalisé des copies en marbre qu'ils ont ensuite envoyées à leur ville d'origine pour pouvoir montrer un petit peu à quoi servait la bourse que leur donnait la ville de Dijon pour leur travail. Elles sont toutes exposées ici depuis plusieurs siècles. Justement, on en montrer un petit peu. Vous pouvez voir les fameux Apollon du Belvédère, l'Hercule Farnèse, différentes sculptures antiques extrêmement connues, dont ces copies nous permettent d'avoir un aperçu. Et ce qui marque évidemment dans cette salle, c'est évidemment cet ensemble de sculptures en marbre, mais aussi le plafond, qui est très justement, impressionnant. On va le montrer. Qu'on doit à Prud'hon, donc un artiste là encore dijonnais, issu de l'école des Beaux-Arts de Dijon, qui a représenté ici une allégorie en honneur de la Bourgogne. Pour magnifier ce plafond, il faut savoir que ça fait à peu près 4 mètres sur 10, donc on a à peu près 40 mètres carrés de toile. Pour la petite histoire, ce tableau a été la première œuvre sortie du musée au moment des travaux, et la première œuvre à y revenir, puisqu'il a fallu évidemment enlever d'abord toutes les sculptures pour pouvoir descendre la toile, la rouler, la mettre dans une caisse, la faire passer par la fenêtre, l'emmener dans nos réserves où elle a été restaurée, et ensuite elle a fait le même chemin. Et sous les combles, on était quelques dizaines à tourner des manivelles pour remonter le tableau peu à peu. C'était une grosse opération assez impressionnante, maîtrisée et orchestrée par des restaurateurs pour pouvoir remettre en place la toile. Elle ne devrait plus bouger avant un petit moment maintenant. Et bien c'est parti pour une autre salle. On continue toujours, et cette fois-ci c'est dans une des salles dont c'est votre spécialité. Voilà, nous entrons ici dans le parcours dédié au 19e siècle. Et nous entrons allègrement dans ce 19e siècle avec une salle consacrée à François et Sophie Rude, un couple d'artistes extrêmement important pour Dijon, puisque l'un sculpteur, l'autre peintre, ont produit des œuvres extrêmement connues et reconnues de par leur travail commun et leur lien avec notamment David, le grand peintre du début du 19e siècle, au moment de la Révolution et puis ensuite de l'Empire. L'œuvre un petit peu qui attire l'œil dans cette salle, c'est ce relief-là, qui est en fait une esquisse d'environ 2 mètres de haut de la fameuse Marseillaise qui est sur l'un des piliers de l'Arc de Triomphe à Paris. L'original mesure environ 14 mètres de haut, il faut l'imaginer. Et on a ici, nous, une esquisse qui nous permet de voir un petit peu comment a travaillé l'artiste et les choses qu'il a modifiées notamment. Il y a des différences notamment dans les habits, les tuniques des personnages qui sont représentés nus, qui sont finalement pour certains représentés habillés sur l'Arc de Triomphe. C'est une œuvre qui a été réalisée entre 1833 et 1836 et dont à Dijon, si vous voulez avoir un aperçu de cette œuvre-là grandeur nature, il faut aller au musée Rude, qui est à 2 pas du musée des Beaux-Arts et qui conserve un moulage à échelle 1 de ce relief-là, et donc vous pouvez avoir accès à cette grande Marseillaise qui est une composition extrêmement patriotique qui insuffle le romantisme dans ce début du 19e siècle. Et pour la petite histoire, là encore, la femme, l'allégorie de la patrie, l'allégorie de la liberté qui est ailée ici, qui brandit un glaive et qui emmène les citoyens de la Révolution vers le combat, à les traits de l'épouse de François Rude, à qui il a demandé de crier toujours plus fort pour pouvoir saisir dans le plâtre sa grimace finalement. Et tout autour de ces œuvres de François Rude, vous voyez des peintures de Sophie, qui a commencé comme élève de David, avec un travail très classique, très néoclassique, pour elle aussi, comme son épouse, s'orienter ensuite vers une peinture beaucoup plus romantique, avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus de travail sur les passions notamment. Voici, cette fois-ci, nous sommes dans la dernière salle, ou plutôt la dernière salle qu'on a visitée en avant-première aujourd'hui. Mais il y a combien de salles au fait ? Nous avons un musée avec 50 salles. Donc c'est impressionnant, bien évidemment. Cette fois-ci, on va terminer par une autre époque. Donc je vous laisse la main. Voilà, nous sommes ici notre parcours va s'achever ici, mais vous aurez
beaucoup d'autres œuvres à découvrir lorsque vous viendrez au musée, puisque le parcours continue sur le XXe, le XXIe siècle. Et puis on nous a montré là évidemment certaines salles. Mais ici, nous sommes dans la salle consacrée au sculpteur François Pompon, bien connu en général des Dijonnais et de la région de Dijon, puisqu'il est né à Saulieu et ensuite a travaillé beaucoup à Paris, notamment au Musée des Sciences naturelles, et il s'est fait une spécialité, c'est la sculpture animalière. Comme on peut aisément le deviner quand on regarde l'arrière-plan, sa spécificité, il travaille à la fin du 19e, vraiment au début du 20e siècle, jusque dans les années 20-30. Et la spécificité de François Pompon, c'est de vouloir saisir l'animal dans sa simplicité. Il évacue tout le superflu, les poils, les plumes, les plis. Il ne va garder qu'une œuvre, une forme presque abstraite. Et d'ailleurs, on a parlé évidemment de début d'abstraction avec Pompon, puisqu'il va jouer jusqu'à styliser en fait chacun de ces animaux pour pouvoir donner vraiment leur essence et qu'on devine du premier coup quel est l'animal représenté. C'est une salle qui plaît énormément aux familles, aux enfants, puisque les animaux sont très divers. Vous avez des girafes, des gorées, des hiboux, des ours, évidemment le fameux ours blanc qui a été le plus connu pour Pompon, mais vous pourrez aussi voir des escargots ou des truies. Enfin voilà, il a vraiment travaillé son corpus, son arche de Noé presque, autour de tous ces animaux-là, en jouant sur les matières, les matériaux. Donc on a des œuvres en plâtre, des œuvres en bronze, des œuvres en argent. Donc vous pourrez venir découvrir toute cette spécificité de Pompon dans cette salle consacrée à ces sculpteurs. En tous les cas, je vous remercie pour cette visite privée guidée. C'est avec plaisir qu'on a pu découvrir quelques salles. Et puis moi, j'invite tout le monde à venir voir ce musée qui est exceptionnel, de visiter ces 50 salles. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.